Microbrasserie Charlevoix investit 10 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle usine. Microbrasseries au Québec qui ont des projets, qui ont des ambiances similaires. La brasserie, qui servira à la fois à la production de bière qu'à l'expérience client, aura pignon sur rue dans le nouveau développement agroalimentaire de Baie-Saint-Paul, entre le chemin du Golfe et le chemin de l'Équerre. Les travaux pourraient débuter d'ici la fin de l'année pour une ouverture espérée à l'hiver 2027. En fait, Caro et moi, depuis 1998, quand on a fondé Microbrasserie Charlevoix, on rêvait d'avoir un endroit comme ça où on pourrait vivre l'expérience client, la dégustation, la fabrication. Et déjà, quand on a fondé le Saint-Pub ici, ça a été une première étape. En 2008, on a construit la nouvelle usine qui s'est retrouvée rapidement à être un peu enclavée dans un parc industriel. Alors, ça venait un peu détruire l'objectif qu'on avait. Donc, à partir de 2020, on a eu la chance d'avoir le terrain qui est face au golfe qui était disponible. On a fait l'acquisition avec vraiment l'objectif de faire ce qu'on présente aujourd'hui, qui est un espace production qui va être 3 fois plus grand que ce qu'on a actuellement, avec restauration, dégustation, un espace muséal et un beer garden à l'extérieur pour venir bonifier toute cette expérience-là. Le nouveau siège de Microbrasserie Charlevoix devrait faire 16 000 pieds carrés, dont 6 000 spécialement dédiés à l'expérience client. Cette expansion pourrait d'ailleurs faire passer leur production de bière de 8 000 à 30 000 hectolitres par année. Une augmentation de production qui sera la bienvenue, croit Frédéric Tremblay. C'est sûr que l'objectif premier, c'est l'augmentation de la production parce que depuis quelques années, on fait des miracles pour poursuivre nos parts de marché. Donc, on est quand même une brasserie qui est bien positionnée. Il y a eu toutes sortes d'histoires sur le monde de la bière dernièrement. Il y a des brasseries qui ont eu un petit peu plus de difficultés. Mais nous, on est en constante progression dans nos ventes, ce qui fait qu'on a même été en rupture de stock cette année au mois d'août. Donc, la priorité était au départ de dire qu'il faut augmenter notre capacité de production pour être capable de poursuivre notre progression, poursuivre notre mainmise sur les parts de marché qu'on a actuellement. Au cœur du projet se trouve également l'ouverture d'un nouveau restaurant d'environ 80 places assises, ainsi qu'un beer garden, un espace extérieur inspiré des brasseries européennes permettant de profiter de la verdure et des paysages tout en dégustant une bière. Le Beer Garden, ça a vraiment été, je pense, le moteur de un peu notre stimulation à Caro et moi parce qu'il n'y a pas de ça ici. Puis on voulait vraiment faire quelque chose qui va marquer un peu l'imaginaire. Donc, c'est quelque chose, vraiment, on se dit, on va atteindre tout le monde, des jeunes et des moins jeunes, des personnes qui veulent avoir un service classique, mais aussi qui veulent prendre le temps de relaxer dans un endroit vert avec... c'est sûr que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup à nous, qui a été au centre de nos discussions. Si on n'avait pas eu toute cette partie beer garden et restauration, on aurait probablement seulement agrandi l'arrière de l'usine pour être capable de produire plus, mais c'était pas ça qu'on avait dans la tête. Ce qu'on avait dans la tête, c'était vraiment l'intégralité du projet qu'on vient de vous présenter ce matin. À l'intérieur du restaurant ici, il va y avoir une belle grande baie vitrée qui nous permet de voir les équipements. De nouveaux emplois devraient également voir le jour dans la région. Avec l'accroissement de la capacité de production ainsi que le volet restauration, c'est une trentaine de postes supplémentaires qui devraient progressivement s'ouvrir chez Microbrasserie Charlevoix. Mais on a travaillé fort pour le rendre à hauteur humaine de Charlevoix. Malgré les difficultés de recrutement qui n'épargnent pas le milieu de la restauration, M. Tremblay est confiant de pouvoir offrir un environnement suffisamment stimulant qui saura attirer et retenir la main-d'œuvre. On le sait que ça va être un défi parce qu'on entend parler à tous les jours présentement. On sait que ça va être un défi. C'est la raison pour laquelle, quand on a pensé le concept, on s'est dit qu'il faut vraiment avoir un environnement qui va être stimulant pour les personnes qui vont y travailler avec la cuisine ouverte en plein centre du bar. Ça va, d'après moi, attirer certains cuisiniers qui aiment quand même avoir une interaction avec les clients. Donc, ça, c'est sûr que... Et tout l'environnement qu'on met en place pour la clientèle, mais aussi pour les employés, on est convaincu qu'on va réussir à recruter pour faire vivre cette expérience-là. Ce nouveau projet à 10 millions de dollars représente le point culminant de ce que le couple d'entrepreneurs Frédéric Tremblay et Caroline Bandulet souhaitaient amener dans le paysage brassicole depuis leur arrivée en 1998.
C'est sûr que quand Caro et moi, on a rediscuté de ce projet-là, on s'est dit, c'est quand même quelque chose. On sait qu'on s'embarque pour longtemps, mais moi, j'aime encore ce que je fais le matin après 27 ans. Quand je me lève et je m'en viens à la brasserie ou au resto, voir les personnes qui travaillent ici avec nous, bien, c'est super le fun. On se promène en fin de semaine avec des gens plein la rue, des gens qui s'en viennent prendre de la bière à notre restaurant. Donc, c'est quelque chose où ça coule dans nos veines, là, vraiment, là, cette expérience-là, cette communion qu'on a avec, je te dirais, notre clientèle puis avec nos employés. Quand on a regardé ça, on s'est dit, c'est sûr c'est un risque, c'est sûr que c'est encore des années à travailler, mais on est encore en forme puis on adore ce qu'on fait. Je dirais pas que c'est une offrande qu'on fait à la communauté, on en profite autant qu'on en redonne, mais c'est quelque chose là, qui est vraiment la consécration un peu de ce qu'on a voulu faire quand on est arrivé ici en 98. Les paramédics à travers la province sont en plein conflit de travail. En grève depuis 3 mois, sans convention collective depuis 2023, les négociations ne semblent pas avancer avec la partie patronale. Un peu plus tôt cet été, lors du déclenchement de la grève, nous avions rencontré le syndicat des paramédics de Charlevoix. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jason Larouche-Roy, vice-président santé, sécurité et mobilisation au syndicat des paramédics de Charlevoix. Bonjour Jason. Bonjour Félix, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Peux-tu nous dire, on en est où en ce moment dans les négociations? Ça ne semble pas avancer. De dire que ça n'avance pas, ça serait un euphémisme. On recule. On est à 33 séances de négociation, dont les dernières, je pourrais te dire les 3-4 dernières en présence d'un conciliateur. Et présentement, on est au même point qu'on était au début de la négociation. À part que les négociateurs se connaissent un peu mieux puis ils s'appellent par leur nom, mais sinon, on n'a pas avancé, là. On est encore face à des reculs de salaire, des reculs qui s'expliquent par un changement de rangement. Fait que la rémunération globale aujourd'hui, si on signait ce que le gouvernement nous propose, on reculerait de salaire. On gagnerait moins aujourd'hui qu'il y a 3 ans, ce qui est du jamais vu pour ma part dans des conflits de travail ou dans des négociations de conventions collectives. Ça, c'est sans compter toutes nos autres demandes qui sont sur la glace et le gouvernement qui tente de prolonger la retraite pour garder les paramédics sur le terrain le plus longtemps possible. Le nerf de la guerre ici, c'est un peu la rémunération, non? Bien, écoutez, je vais vous dire oui, sauf que c'est pas de la gourmandise. C'est pas que nous, on veut réinventer la roue puis on veut faire casser la banque, là. On veut la même chose que le Front commun, on veut la même chose que tout le monde qui ont négocié avec le gouvernement jusqu'ici ont eu. On parle de 17,4 sur 5 ans environ. Présentement, là, le gouvernement demande des contreparties, je dirais déraisonnables, mais oui, elles le sont, mais en plus, elles sont mal formulées. Les négociateurs ne semblent pas vraiment savoir ce qu'ils veulent en contrepartie de notre part, fait qu'ils font des demandes qui sont non spécifiques. On m'a dit également que le processus de négociation est lui-même assez complexe, non? Bien, il faut savoir que la structure qui nous gouverne, nous, c'est qu'on a le ministère de la Santé, qui est comme responsable, disons, de la gestion des paramédics de la province. Puis ultimement, c'est eux qui décident de notre rémunération, mais le ministère de la Santé, c'est pas mon employeur. Moi, mon employeur, présentement, c'est la CETAC, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, secteur Charlevoix. Donc, on est dans un conflit interposé avec le gouvernement parce que lui est le législateur et celui qui nous rémunère, mais c'est pas notre employeur. C'est une particularité. Puis là, de ce que j'en comprends, puis de ce que vous me dites, il y a un accord qui aboutit sur aucun des points. Là. On est encore à un pur conflit où il n'y a rien de décidé, rien d'accompli depuis ces 3 mois de grève. Moi, de ce qu'on me dit, puis j'ai quand même des bonnes antennes présentement sur le dossier, c'est que on est au point qu'on devrait être à la 3e ou 4e rencontre. Là. On semble être au point où on devrait établir des bases, puis savoir un petit peu les partis et d'autres, qu'est-ce qu'ils veulent lâcher, puis qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, puis on est encore à ce point-là. Mais là, vous avez mis de la pression, vous avez essayé de mettre de la pression sur la partie patronale, notamment avec le déclenchement de la grève depuis 3 mois.
Est-ce que ça a eu un impact sur les négociations? Apparemment, non. Écoutez, on est grosso modo avec les mêmes moyens de pression qu'on était lors de la grève il y a 3 ans. On n'a pas réinventé la roue, là. On est tributaire du tribunal administratif du travail et des services essentiels. Il y a des petites technicalités là, entre les 2 grèves, mais le gouvernement semble s'y être habitué. Les moyens de pression n'ont pas semblé perturber le gouvernement ni les négociateurs. Donc, on est à reviser nos positions, à voir qu'est-ce qu'on va faire de plus. Qu'est-ce qui est à la portée des paramédics à travers le Québec? Parce que, comme on le sait déjà, les paramédics, vous êtes considérés comme service essentiel, ce qui limite quand même votre pouvoir de grève, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire quand on arrive à un point mort comme ça? Félix, je ne te cacherai pas que présentement, on a des rencontres importantes à ce sujet-là. Je ne révélerai pas mon jeu ici. On est à regarder qu'est-ce qu'on peut faire là, pour augmenter la pression puis faire bouger les négociations. Mais je peux te dire qu'il risque d'y avoir des perturbations dans les prochaines semaines. Les paramédics sur le terrain, je sens de la chaleur, sont en colère. Ils ne sont pas juste tannés, ils sont en colère. On a franchi un point, c'est qu'on sent qu'on se fait manquer de respect. On est encore à 2 ans et demi sans contrat de travail. On va arriver à 3 ans encore sans contrat de travail. Ça semble être une habitude du gouvernement. Moi, c'est ma 3e convention collective depuis que je suis paramédic et c'est de pire en pire. À chaque fois, on se dit cette convention-là, ça sera pas aussi long que la dernière. T'sais. On va se faire niaiser moins longtemps, sûrement. T'sais. Non, absolument pas. On remplit d'une fois à l'autre. Puis là, la CAQ, avec le discours qu'ils ont tenu à la rentrée parlementaire, semble vouloir mater les syndicats. Est-ce que ça fait partie de leur stratégie présentement de vouloir s'en prendre aux syndicats, de vouloir étirer les négociations avec nous encore? Je ne leur mettrai pas de mots dans la bouche, mais on peut se poser la question. Vous avez parlé de faire monter la pression, monter la chaleur. Vous avez justement participé à une manifestation le 3 octobre dernier à Québec? Oui, absolument, devant le complexe H. Il y avait une rencontre de négociation entre nos négociateurs à nous et les négociateurs du gouvernement. Alors, les présidents de syndicats se sont rendus à l'intérieur, ont remis une lettre exprimant notre insatisfaction et demandant que les négociateurs aillent chercher des mandats qu'ils n'ont de toute évidence pas présentement. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues pour la suite, des actions dans Charlevoix peut-être? Comme je te dis, Félix, je ne révélerai pas mon jeu aujourd'hui. On est en attente d'un conseil fédéral le 21 octobre où toutes nos instances syndicales de la CSN, pour ce qui est du préhospitalier, vont se réunir. On va étoffer notre plan de match puis on va frapper fort. Quand vous dites frapper fort, juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui est dans, on va dire, l'arsenal de moyens de pression? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous êtes quand même limité par la loi sur les services essentiels. Bien, Félix, je vais vous dire qu'est-ce qu'on ne fera pas. Ce qu'on ne fera pas, c'est qu'on n'arrêtera pas de faire des appels. On ne mettra pas la population en danger. Puis on ne laissera pas personne sans les soins et les secours dont ils ont besoin. Ça, je peux vous dire qu'on ne le fera pas. Un peu plus tôt cet été encore, lors de la venue de la ministre des Aînés pour l'inauguration de la Maison des Aînés à Saint-Hilarion, vous aviez rencontré brièvement la députée également, Karianne Bourassa. Est-ce que vous sentez que vous avez une écoute du côté du gouvernement? À ce moment-là, oui, on a rencontré Karianne. Elle semblait sympathique à notre cause. On semblait avoir son oreille. J'ai rien contre Mme Bourassa. Là. Ce n'est pas rien de personnel envers elle. C'est simplement que présentement, on est tributaire du ministère de la Santé et du Conseil du Trésor. Et il semble y avoir des lignes de parti qui disent qu'on étire les négociations et on ne règle pas pour des raisons qui m'échappent. Bien, M. Larouche-Roy, je répète, vice-président Santé et Sécurité et Mobilisation au syndicat des paramédics de Charlevoix. Merci beaucoup d'être venu nous parler de comment se déroulent les négociations et d'où vous en êtes aujourd'hui. Puis je vous souhaite bonne chance dans le processus à venir. Merci Félix, c'est apprécié. Au plaisir.
L'heure est au bilan à la CEPAC de Charlevoix avec la saison estivale qui se termine. Mais cette année, le bilan rime également avec départ. Le directeur André Rouleau a annoncé sa retraite après 2 mandats totalisant 5 ans à la tête des parcs nationaux des Grands Jardins et des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Aujourd'hui, M. Rouleau pose un regard rétrospectif sur la saison qui se termine et ce qu'il a accompli dans ces dernières années à la direction des 2 parcs nationaux de la région. Dans les 2 ans de ce mandat-ci, j'ai poursuivi un peu ce que Daniel Groslot avait entamé. Il y avait des financements qui avaient été obtenus pour rénover, exemple, le Château Beaumont, qui est un bâtiment, un site qui est vraiment intéressant. Les travaux sont en cours encore actuellement. On a fait un comité pour trouver une vocation à ce site-là. On est quand même assez à jour dans la planification de ce site-là, qui va rester à concrétiser, bien entendu. Mais ce qu'on cherche à faire avec ce site-là, c'est de faire en sorte qu'il y a beaucoup de recherches au Grand Jardin, des chercheurs de Changement climatique Canada, du fédéral, du provincial, de toutes sortes d'organismes de recherche qui viennent ici. Puis on veut faire de ce site-là un endroit, une espèce de base scientifique, si on veut, où les chercheurs pourraient mener des recherches sur le territoire. Puis en même temps, se servir de ce site-là pour mettre en valeur toute l'histoire de ce territoire-là. Au niveau des Hautes-Gorges, ce qu'on a fait pendant les 2 dernières années, c'est la continuité aussi. Il y avait un espace découverte qu'on voulait créer. En 2014, on en parlait déjà. Puis l'année passée, on a construit un abri moustiquaire, un beau site qui permet aux campeurs du camping du Grand de pouvoir profiter de nos activités de découverte sur place au lieu d'avoir à se déplacer à l'intérieur du parc. Le dernier mandat de M. Rouleau aura également vu naître des partenariats intéressants pour amener la population locale à visiter les parcs. Et les partenariats avec le milieu, je trouve ça super intéressant aussi, effectivement. Il y en a plusieurs qu'on a mis en place. Avec les écoles, effectivement, avec j'ai tout le temps de la misère avec le nom, le Centre de services scolaires, n'est-ce pas? Les anciennes commissions scolaires, bon. On a présenté un projet où on se disait intéressé à accueillir tous les élèves de la région au moins une fois pendant leur parcours scolaire. Puis c'est le fun parce que le Centre de services scolaires a embarqué dans le projet. Ils ont délégué une chargée de projet là, qui nous accompagne pour faire en sorte d'adapter nos infrastructures, nos services, tout ça, de façon à ce que les parcs nationaux puissent devenir un centre intéressant pour toutes les écoles de la région. J'imagine que ça fait partie aussi d'une volonté d'ouvrir les parcs vers les communautés qui vivent à proximité. Oui, absolument. Puis c'est de les faire connaître. Les gens savent, bien sûr, les gens de la région savent qu'on a des parcs nationaux, mais souvent, ils les connaissent mal. On a fait des chroniques à CIHO, on a fait des chroniques dans le Charlevoisien. On essaie d'être plus présent dans les médias régionaux, justement, pour pouvoir faire connaître ces parcs-là, puis inciter les gens à venir les visiter. Un autre partenariat intéressant qu'on a établi, c'est un autre ordre d'idée complètement, là, mais le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie est réputé pour l'escalade de glace. Il y a au-delà de 500 grimpeurs qui viennent l'hiver pour escalader les parois de glace du parc. Puis on était souvent vu comme la CEPAC comme un empêcheur de tourner en rond. Il y avait tout le temps des conflits, puis ça tournait carré. Fait qu'on a approché la FQME, la Fédération québécoise de montagne et d'escalade, et les clubs régionaux d'escalade, puis on a établi un canal de communication pour mieux se comprendre, pour qu'ils comprennent c'est quoi la mission des parcs nationaux, puis que l'activité puisse se réaliser conformément à notre mission, puis en même temps, qu'on puisse répondre aux besoins de ces grimpeurs-là. Puis ça fait déjà ça fait 1 an et demi qu'on a établi ce canal de communication-là, puis ça a complètement changé, je pense, l'image de la CEPAC auprès de ces grimpeurs-là. Puis il se fait comme une autodiscipline au sein de cette communauté-là qui fait que notre mission est rencontrée, puis la cohabitation se fait de façon beaucoup plus facile avec les grimpeurs de la région. Malgré un début de saison un peu lent, l'achalandage aura été très bon cette année. Toutefois, la forte popularité de certains sentiers comme celui de l'Acropole des Draveurs ne fut pas sans problème.
Ça fait quelques années que les parcs nationaux ont vu un engouement là, depuis la pandémie. Là, après la pandémie, il y a une légère baisse, mais ça a toujours été plus haut qu'en 2019, avant la pandémie. Puis c'est en croissance constante. On parle également de l'achalandage sur certains sentiers, comme l'Acropole des Draveurs, qui a fait quand même relativement du bruit là, dans les médias locaux. À travers votre mandat, est-ce que ça a été une priorité ou une problématique que vous avez eu à gérer? Ça? Cette année, on a établi un protocole pour bien quantifier la situation, pour bien la caractériser, comprendre ce qui se passe, c'est quoi la capacité du sport, c'est quoi le lien qu'on peut faire entre le nombre de visiteurs quotidiens et l'achalandage au sommet. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour protéger la végétation au sommet, puis on se rend compte qu'il y a peut-être une dizaine de journées dans l'année où l'achalandage est tellement important que tous ces efforts-là, les petites cordes qu'on met, les affichages, bien, ça déborde, puis ça risque d'enrayer tous nos efforts. Fait que bon, on s'est dit, on a établi un protocole, on a établi des compteurs, on a installé des compteurs à des endroits stratégiques. Il y a des études avec des drones qui vont être faites. Donc, tout ça pour déterminer quelle est la quantité de gens que ce sentier-là peut supporter sans affecter la qualité ou la conservation de la végétation arctique alpine. La question des sauvetages en forêt fut également l'une des problématiques importantes de la dernière année. On apprenait au début du mois de septembre que les budgets de la MRC de Charlevoix-Est dédiés à cette fin étaient déjà épuisés, dépassant de 10 000 les 25 000 initialement prévus. Une autre problématique qui a fait surface là, au courant de l'année, c'est les sauvetages en forêt et en montagne. Oui. On a vu là, les budgets exploser pour ces ressources-là. Qu'est-ce qu'on fait à la CEPAC pour travailler là-dessus, essayer de réduire la nécessité de ces sauvetages-là? Bien, on a eu une rencontre intéressante avec la MRC de Charlevoix-Est, où on s'est rendu compte que le protocole de communication n'était peut-être pas optimal. On s'est rendu compte que les gens qui faisaient un appel 911, la centrale 911 appelait immédiatement l'équipe TNO, le SUMI en fait, et puis on n'était pas avisés. Fait que les gens, l'équipe TNO, l'équipe SUMI, excusez-moi, arrive sur place alors que le besoin n'était peut-être pas nécessaire, n'était peut-être pas là. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a révisé le protocole et puis à chaque fois qu'il y a un appel 911 à la centrale, bien, la centrale communique avec le parc, avec un numéro. On a un numéro d'urgence 24/7 et puis à ce moment-là, nous, on évalue la nécessité de faire venir l'équipe. Mais il faut se rappeler une chose, c'est qu'à l'Acropole, là, il y a à peu près 40 000 personnes qui vont là en saison. 40 000 personnes. Puis il y a eu 4 appels, dont 2 qui auraient pu être évités. Fait qu'en proportion, on peut penser que c'est beaucoup, oui, au niveau du budget, tout ça, mais nos efforts pour sensibiliser la clientèle, pour avertir la clientèle de bien s'équiper, d'amener de l'eau, puis de juger de leur capacité à faire les sentiers, bien, ça porte quand même ses fruits. Le mandat de M. Rouleau aura pris fin le 10 octobre. C'est Daniel Groslot, qui occupait le poste de directeur avant M. Rouleau, qui reprendra alors les rênes des 2 parcs nationaux de la région, tout en continuant d'assurer le développement du nouveau parc à venir des Côtes de Charlevoix. Le Festif à l'école s'apprête à connaître sa plus grosse année à vie. Pour sa 9e édition, le projet devrait visiter plus de 80 écoles à travers la province, tout en présentant 26 artistes. Un nouveau sommet pour le Festival École du Festif de Baie-Saint-Paul. On est là aujourd'hui pour parler du Festif à l'école, votre projet qui se déroule justement dans les écoles, puis qui cette année va connaître sa plus grosse année, si je ne me trompe pas. Oui, vraiment. Écoute, c'est notre 9e édition. Déjà, puis là, on se transporte là, partout au Québec. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on fait une tournée un peu partout en province, mais là, on est vraiment, tu sais, on va dans 16 régions administratives, plus de 80 écoles. Fait que, tu sais, le seul endroit où on va pas, c'est dans le nord du Québec, puis éventuellement, on aimerait aller dans ce coin-là aussi. Donc, c'est ça, c'est 26 artistes au total qui vont faire
28 tournées. C'est principalement grâce à un soutien financier de près de 950 000 $ octroyé par le gouvernement du Québec que le projet est en mesure de prendre une telle ampleur cette année. Le partenariat qui s'échelonne sur 3 ans permettra aux équipes du Festif à l'école de limiter à 275 $ le montant exigé aux écoles participantes, mais aussi de pouvoir se projeter dans le futur. Ce qui est super, là, dans le fond, nous, l'enjeu qu'on avait souvent, c'était qu'on n'avait pas de financement récurrent pour le Festival École. Je réussissais à trouver du financement à dernière minute pendant l'été, puis là, il fallait confirmer les artistes avant la rentrée scolaire, mais là, on est capable de voir sur le moyen terme. Avez-vous eu peur à certains moments pour le Festival École avec le climat de coupure dans la culture et dans l'éducation? Quand même, je te dirais. Oui et non. En fait, je pense, tu sais, quand on sent qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner, je pense, je me disais, on va finir par sensibiliser le gouvernement, puis ils vont embarquer. Je voyais, tu sais, je suis beaucoup la politique quand même, puis le financement et tout ça, puis je me disais qu'il y a quand même dans les priorités du gouvernement, la jeunesse est importante. Mais on a quand même, effectivement, là, on a lancé quelques cris d'alarme dans les 2 dernières années en disant, là, on a quelque chose, on tient quelque chose. Il nous manque juste un financement récurrent. On ne demande pas non plus la lune. On demande juste ce qu'on a besoin pour mener à terme le projet. Puis là, je crains plus vraiment. Tu sais, le programme sur 3 ans, souvent, c'est un programme qui, théoriquement, si on fait bien les choses, on va pouvoir se faire renouveler dans 3 ans. Fait qu'on est très content avec ça. Là. Le projet est d'ailleurs très populaire. Pour les 80 écoles qu'ils visiteront cette année, c'est plus de 350 demandes d'inscription à travers la province. Avec ce grand rayonnement, le festival continue de garder une place de choix aux écoles de la région. Il y a toujours eu une place spéciale pour Charlevoix dans vos projets. Ben oui, tout à fait, tu sais, pour Charlevoix, puis évidemment encore plus pour Baie-Saint-Paul, qui est vraiment notre siège social, tu sais, c'est là, puis moi je suis né à Baie-Saint-Paul, puis ça reste la priorité, là, tu sais, puis ça, c'est un projet, tu sais, c'est exceptionnel un peu qu'on aille partout au Québec. Notre objectif, c'est pas non plus de faire d'autres festivals à l'extérieur, là. Ça, c'est vraiment dans le cadre scolaire, mais sinon, tout le reste, ça se passe à Baie-Saint-Paul. Pour Clément Turgeon, cette place centrale offerte à Baie-Saint-Paul fait partie de l'essence même du Festival École. À la base, là, le Festival École, je voulais retourner à mon école secondaire. J'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'école secondaire? Écoute, on était des petits bums à l'époque. On s'est dit, comment on pourrait se faire pardonner? On va aller faire des spectacles avec les jeunes, puis on va comme redonner à l'école qui nous a vu grandir et tout ça. C'est parti juste de ça, puis c'était ça l'intention. Finalement, il y a eu commencé à avoir de l'intérêt dans Charlevoix, puis là, tranquillement, on s'est dit, OK, ben là, faisons-le partout, finalement. Les tournées sont déjà amorcées depuis le début de l'année scolaire et devraient se continuer jusqu'en juillet. Avec un peu de chance, le partenariat de financement devrait pouvoir se perpétuer pour les années à venir, permettant à cette initiative bien de chez nous de continuer à rayonner à travers la province. Le 11 septembre dernier, la ville de Baie-Saint-Paul a inauguré la toute nouvelle murale de la bibliothèque René Richard. La murale intitulée « De l'argentique au numérique » est le produit du travail des membres de la corporation Lumière et Images de Charlevoix. Elle se veut une célébration des 25 années d'existence de la corporation. Moi, je travaille beaucoup avec la géométrie. Donc, j'ai commencé à travailler géométriquement, mais avec des symboles. Des symboles comme le gris, les couleurs primaires, toutes ces choses-là. Donc, à partir de ça, moi, j'ai fait mon dessin à l'échelle, exactement à l'échelle. Et je l'ai apporté chez Lico, où je pense que c'est Geneviève, je suis pas sûr. Ah, elle m'a fait tellement un beau travail. Elle m'a agrandi ça, puis elle a mis les couleurs. J'ai dit, bien, les couleurs, comme moi, je l'avais fait au crayon. Donc, j'ai dit, mais les couleurs, puis j'y ai expliqué. Après ça, le retour et revérification, correction et tout ça. Et quand ça a été terminé, il fallait qu'elle l'envoie à l'impression. Et ça a été la même chose. Ça a été très, très, très facile. Est-ce qu'il y a eu un esquisse ou tu en as fait plusieurs? J'en ai fait plusieurs. D'habitude, je fais toujours peut-être, il doit y en avoir peut-être au moins une trentaine d'esquisses, 30-35 esquisses, pour arriver à une que je choisis, puis là, je la travaille. Le plus grand défi pour toi dans ça, c'était quoi? C'était d'être responsable du projet. c'est quand même... on s'embarque dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puis heureusement, j'ai même référé
nos compétences au niveau de l'impression et du graphisme ici à Baie-Saint-Paul à d'autres qui déjà ont commandé des choses chez ces gens-là parce qu'ils ne savaient pas qu'on avait toutes ces capacités-là et ces compétences-là ici dans Charleroi. Mandaté par la corporation, l'artiste Jacques Hudon s'est chargé de concevoir et de réaliser les projets visant à venir remplacer l'ancienne murale de la bibliothèque, abîmée par le passage du temps. Ça, c'est le début de la murale. Quand vous la regardez comme ça, elle est là. Donc ça marque la vieille période argentique et on tombe dans le numérique après. Donc, vous avez les trois couleurs, le vert, le rouge et le bleu, qui sont les trois couleurs primaires en lumière. Donc, en photographie, RVB, on voit ça, hein, rouge, vert, bleu, c'est toujours les mêmes couleurs primaires pour la lumière. C'est la même chose qu'il y a dans les téléviseurs. Souvent, on voit un petit carré rouge, vert, bleu. Ça, c'est les couleurs primaires de la lumière. Ensuite de ça, il y a du gris ici. Wow! Le gris, c'est le carton de référence pour faire la balance des blancs. C'est aussi ce qui sert dans les musées pour faire les arrière-fonds pour photographier des œuvres. Alors, c'est un gris 18 % qui est vraiment très pratique. On peut le faire aussi sur une surface blanche, mais le gris, c'est vraiment de tradition. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On s'en vient par ici et on a ça ici, qui est la référence. Notre 25e anniversaire a tombé presque exactement avec les inondations. Ça fait que j'ai cru bon de mettre des silhouettes de maisons traditionnelles québécoises pour faire référence à la rue Saint-Joseph qui a été drôlement abîmée dans le temps. Ensuite de ça, il y a les photos, il y a la bande photo. En fin de compte, c'est ce qu'il y avait dans les négatifs et les photographies diapos. Donc, c'est un film, tout simplement. La nouvelle murale est également composée de photos de Baie-Saint-Paul prises par 4 membres de la clique. Alain Caron, Herman Charret, Geneviève Lorrain et Donald Lavoie. Moi, si je parle de ma photo d'hiver, ça me rappelait, on venait de vivre beaucoup d'événements, ce qui me rappelle beaucoup ça, parce que la rue Saint-Joseph, pour moi, c'était un peu mon terrain de jeu. Parce que c'est à la place, c'est une fumée dans une programme qui spectaculaire de la mer. C'est pour ça qu'en hiver, quand on regardait cette rivière-là, je la trouvais belle, c'était rapide avec la rue Saint-Joseph qui était sur une belle angle à ce niveau-là. Ça a été un plaisir de participer. Merci aux organisateurs, merci tout le monde. Le projet fut rendu possible par le soutien financier du gouvernement du Québec et de la ville de Baie-Saint-Paul via l'entente du développement culturel. Il arbore désormais l'un des murs extérieurs de la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, un bel hommage à la présence de la corporation Lumière et Images au sein de la municipalité.